Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Bienvenue sur Eco Hebdo, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité géoéconomique mondiale. Une actualité qui nous emmènera aujourd'hui directement au Liban, car la situation économique y est très grave, pour ne pas dire catastrophique. Elle vient d'ailleurs de passer l'épreuve de la mission de consultation du FMI relative à l'article 4 et qui a débouché sur un constat plus qu'alarmant. Nous en parlons dans Eco Hebdo juste après ça. Alors, pour débattre de l'économie libanaise ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en direct depuis Koweït City Layel Mansour. Vous êtes docteur en macroéconomie et experte en politique monétaire. Bonsoir madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je suis ravie d'être pour la première fois dans une chaîne télévisée algérienne. Merci madame, tout le plaisir est pour nous. Et depuis Paris, nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous Joseph Hazard. Vous êtes expert en macroéconomie et développement. Merci d'être avec nous, monsieur, également. Je vous remercie et j'ai fier de participer à une chaîne algérienne aussi, d'être interviewé. Merci. Merci, monsieur. Alors enfin, depuis Paris également, Manuel Pouchelet nous accompagnera en direct par Skype également. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Bienvenue à vous également, monsieur. Bonsoir monsieur et merci de votre invitation. Alors juste avant de débattre, retour sur le rapport de la mission du FMI au Liban. Dans ce sujet, signé Imen Merad. La situation économique du Liban est de plus en plus préoccupante sur le plan international. Le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme et alerte le gouvernement libanais sur l'extrême fébrilité du système économique actuel, tout en l'exhortant à stopper les emprunts de la Banque du Liban. À l'issue de la mission qui s'est rendue à Beyrouth du 15 au 23 mars pour mener les consultations de 2023 au titre de l'article 4 et évaluer la situation économique et examiner les priorités des pouvoirs publics. Parallèlement au blocage politique et institutionnel qui persiste, empêchant l'élection d'un nouveau président après 12 tentatives avortées au Parlement, le pays s'enlise dans une crise économique aux conséquences graves. Un an après l'engagement du gouvernement d'aller vers des réformes structurelles, la livre libanaise s'échange à 100 000 contre 1 face au dollar. Cette dépréciation spectaculaire de la monnaie locale s'accompagne d'une inflation à 3 chiffres ainsi qu'une hausse exacerbée du chômage. Les prestations de services de base telles que l'électricité, santé publique et l'enseignement public ont été gravement perturbés et les dispositifs fondamentaux d'aide sociale ainsi que les investissements publics se sont effondrés. En général, la capacité des administrations publiques a été gravement affaiblie. Le constat de l'institution de Bretton Woods ne s'arrête pas là. Le rapport de la mission souligne également la fragilité du secteur bancaire. Il déclare que les banques sont incapables d'accorder du crédit à l'économie et les dépôts bancaires sont pour la plupart inaccessibles aux clients. Voilà qui n'est pas pour rassurer sur l'avenir de l'économie libanaise, incapable de retrouver un second souffle depuis le malheureux épisode de l'explosion du port de Beyrouth survenu en 2020. Mais si le FMI note que l'activité économique semblait légèrement stabilisée en 2022 sous l'effet d'une certaine reprise du tourisme, les réserves de change ne dépassent pas les 10 milliards de dollars. L'institution financière pointe du doigt la faiblesse des recettes budgétaires et des positions extérieures, un véritable boulet pour le gouvernement dont l'unique échappatoire reste les emprunts. Alors, sans plus tarder, place au débat. Et on va commencer avec vous, madame Mansour. Le Liban, ça nous fait mal de le dire, va mal sur le plan économique, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, avant d'évoquer le rapport du FMI, pouvez-vous nous décrire un peu le paysage économique actuel au pays du Cèdre ? Oui, bonsoir. C'est vrai, le Liban est en face d'une crise multidimensionnelle et non pas seulement une crise économique. Il s'agit d'une crise économique, mais aussi politique, géopolitique et sociale. Au niveau de la crise économique, il faut parler que le Liban souffre d'une crise jumelle, c'est-à-dire à la fois une crise de change et à la fois une crise bancaire. Et la crise de change, c'est pas une crise traditionnelle comme le cas de l'Égypte, mais c'est une crise de change dans un pays classifié très dollarisé, ce qui fait que c'est beaucoup plus dangereux
ce qui fait aussi que le Liban, quand on parle d'un pays très dollarisé, inclut y compris le plus haut niveau de tout ce qui concerne la corruption et non-gouvernance, non-transparence. Nous parlons d'une crise bancaire qui n'est pas non plus une crise traditionnelle qu'on appelle une crise de liquidité, mais c'est une crise de stabilité qui est beaucoup plus dangereuse qu'une crise de liquidité. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il n'y a pas vraiment les dépôts, bien, ils se sont évaporés en quelque sorte. C'est pour ça que nous parlions que les dépôts bancaires ne sont pas disponibles ou bien inaccessibles. Nous parlons d'une crise politique interne causée ou déclenchée par le Hezbollah qui a fait que le Liban était isolé ou bien rejeté en quelque sorte par les pays arabes qui ont tant aidé le Liban. Nous parlons aussi d'une crise géopolitique qui est aussi déclenchée par les réfugiés ou bien les migrants selon, on appelle différemment ça. C'est plutôt des réfugiés, oui. Voilà, de ces migrants ou bien réfugiés syriens qui ont atteint maintenant presque la moitié de la population libanaise, étant le taux de natalité est presque 3 fois plus élevé que le taux de natalité au Liban. Et nous parlons aussi d'une crise sociale, ce qui est c'est lié à la crise économique. La crise sociale, nous parlons que les banques ne font plus leur rôle. On n'a pas de banque qui octroie des crédits aux Libanais. Nous avons un effondrement absolu de tout ce qui est du secteur public. On a au niveau hospitalier, éducatif, au niveau, on n'a pas d'électricité. C'est un pays dépourvu d'électricité. Il n'y a pas de sécurité. Le taux de suicide s'est élevé. Il y a beaucoup de crimes. Donc, c'est vraiment le chaos. Très bien. Alors, quels sont les principaux, justement, vous venez de nous en citer quelques-uns, mais quels sont les principaux problèmes économiques structurels relatifs à cette crise, Madame Mansour? Moi, je trouve que la principale raison, bien le déclencheur principal de la crise économique actuelle, c'est que le Liban était très dollarisé depuis plus que 40 ans. En fait, tous les pays dollarisés qui ont atteint un niveau très élevé, on appelle ça very highly dollarized, quand ils sont très très dollarisés, ils n'ont pas d'autre choix que subir une crise sévère comme la crise actuelle, ou bien abandonner tout simplement la Banque centrale et la politique monétaire, ce qui est vraiment une solution très critique ou bien difficile à admettre. Mais c'est ça la réalité. Je voudrais juste vous donner un petit exemple. Qui sont les pays qui étaient classifiés très dollarisés à côté du Liban? Nous avons depuis 40 ans, nous avons Angola, Cambodge, Guinée-Bissau, nous avons Zambia, Mozambique, Tanzanie, Malawi, Ghana, Ouganda et Congo. Tous ces pays sont les amis en fait du Liban en ce qui concerne la classe de la dollarisation. C'était presque les collègues du Liban. Et nous avons bien vu que tous ces pays n'ont pas fini à avoir une bonne monnaie, mais ils sont en crise financière. Par contre, il y a d'autres pays qui étaient aussi dans la même classification du Liban, mais ils se sont un peu sauvés parce qu'ils ont changé le régime du taux de change. Ils sont allés vers la dollarisation complète ou bien vers la caisse d'émission. C'est comme Équateur, comme Bulgarie, El Salvador, Estonie et Hong Kong. Très bien. Ce sont des pays, Lituanie, Estonie après la guerre. Donc ces pays-là, ils ont dit sauf qui peut. Donc comme nous ne pouvons pas restaurer la confiance dans notre monnaie parce qu'on est déjà un pays très dollarisé, donc il faudrait mieux de réaliser ça, d'admettre ça et de changer le niveau de régime de change vers la dollarisation complète ou bien la case d'émission. Très bien, Madame Mansour, merci pour ces détails. Alors, Monsieur Pouchelet, l'on a l'impression, et Madame Mansour vient de le dire à demi-mot, que le Liban n'arrive pas à se remettre de l'explosion du port de Beyrouth. Tous les secteurs d'activité ou presque ont été impactés par la crise, y compris le tourisme. En effet, le port de Beyrouth, si vous voulez, constitue un cordon ombilical pour l'activité économique du pays. C'est un poumon important. Tant que les infrastructures ne seront pas reconstruites et réhabilitées comme c'était prévu juste après l'explosion où la diaspora libanaise au Koweït avait annoncé sa mobilisation pour y réussir. Cependant, la reconstruction est délicate. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faut un soutien technique où la France est intervenue, notamment pour assurer, si vous voulez, le déblaiement. Oui. Ensuite, vous y ajoutez aussi, pour l'instant, le poumon économique s'est déplacé à Tripoli, dans une zone, excusez-moi, hautement volatile, ce qui n'arrange en rien. Et enfin, vous avez aussi ce qui est ville qui abrite le deuxième grand port du pays, précisons-le.
Tout à fait, oui, oui. Et en même temps, il vous faut un port en eau profonde, Ouais. parce que si vous voulez, le port de Beyrouth offrait ses infrastructures et c'est important. Et en même temps, vous avez aussi un problème de communication parce qu'il faut aussi prendre contact avec les autorités. Il y a aussi un autre événement bloquant concernant le port de Beyrouth, c'est que vous avez toujours une enquête internationale en cours concernant les recherches en responsabilité, concernant l'explosion de ces fameux, Une enquête qui traîne en longueur. Alors, une Malheureusement. enquête qui traîne, voilà, malheureusement, tout ça sont des éléments bloquants. Ensuite, en ce qui concerne l'aspect touristique, le Liban a toujours des sites remarquables, si vous voulez, mais avec la crise en cours, avec les différentes actualités internationales, la place n'est pas au tourisme. La place, pour l'instant, est de tenter de redonner à ce pays, qui, je le rappelle, a une économie essentiellement axée sur les services. Et en ce moment, sur Beyrouth, se prépare, si vous voulez, l'avenir du pays. Heureusement, c'est la petite pointe, on va dire, d'optimisme, où nous avons les sociétés pétrolières qui commencent à investir les hôtels pour y placer leur personnel, puisque les premiers gisements repérés au large de la Méditerranée dans les eaux territoriales libanaises sont porteuses, paraît-il, de bonnes nouvelles. Maintenant, attendons de voir. Merci Monsieur Pouchelet. Si l'on parle du tourisme, bien entendu, parce que c'est l'un des premiers secteurs pourvoyeurs de devises au Liban. Alors Monsieur Hazard, justement, le Liban doit, selon le FMI, mettre en place des réformes fondamentales pour rééquilibrer l'économie du pays. Quelles sont ces réformes, Monsieur Hazard? Bonsoir. Notamment, le plan d'ajustement structurel du FMI, c'est le même depuis sa naissance. Oui. Bon, on peut qualifier 4 grands points. Et le premier point qui est touchant, c'est l'équilibre budgétaire. En fait, on ne peut pas obliger un État de se rendre au maintien d'un équilibre budgétaire. Parce que de quel État on en parle? Est-ce un État qui désire véritablement un développement? Parce que le développement, en sens général, nécessite des dépenses. C'est par les dépenses étatiques qu'on peut encourager à l'investissement. Et de cet investissement, on peut réaliser la croissance et le développement. Ça, c'est un premier point. Ce que le FMI néglige. FMI dit qu'il faut assurer le maintien de l'équilibre budgétaire, il faut réduire les dépenses de l'État. Ça, c'est le premier point du FMI. Le second point, comme on a dit, réduire les dépenses de l'État, donc cela signifie qu'on s'oriente vers une privatisation des secteurs institutionnels parce qu'on croit ou bien parce qu'ils croient que c'est le privé qui sert bien à gérer les choses. Mais en fait, on se pose la question maintenant, si le privé sait bien comment gérer les choses, qui va mettre les politiques économiques dans ce pays-là? Oui. Est-ce le secteur privé? Ça, c'est la deuxième question qu'on se pose en lisant l'article 4 qui mentionne très bien que l'État, il est corrompu, mauvaise gouvernance. Mais comment, dans cet article-là, ils veulent qu'on lutte contre la corruption, qu'on ait une bonne gouvernance, et on dit, voilà, l'État, réduisez votre dépense, privatisez. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et ce qui est très étrange, c'est que, allez, on se focalise sur la politique monétaire. Comme si, voilà, les politiques économiques ou bien les politiques d'ajustement structurel n'étaient que, voilà, les politiques monétaires. En fait, la politique monétaire, c'est une bonne politique. OK, elle est importante. Mais elle n'a pas assez d'efficacité, si vous m'entendez bien, elle n'a pas assez d'efficacité comme le niveau de la politique budgétaire. Oui. Si l'État ne dépense pas, même si on réduit les taux d'intérêt, encourageant à emprunter de la banque pour investir des crédits d'investissement, par exemple, cela ne va pas attirer, on va jamais atteindre des taux de croissance. Et en fin de compte, libéraliser l'économie. C'est ce qu'on a fait depuis longtemps. Et on a vu en 2008 les entrées exacerbées des capitaux. Il y avait un manque de contrôle. Il faut très bien noter, monsieur, c'est qu'au Liban, on ne souffre pas de la non-disponibilité des épargnes des agents ou bien des ménages. Le véritable problème, c'est un problème d'orientation des fonds.
on n'a pas orienté notre fonds vers des investissements productifs. Le système économique libanais, à première vue, nous semblait qu'il n'encourageait pas la spéculation. Oui. Dès la crise, voilà, nous sommes tombés. De ma part, OK, j'ai plusieurs questions sur le plan du FMI. Très bien. On va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler, Monsieur Hazard. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Donc je reviens vers vous, Madame Mansour. Justement, cette politique monétaire pointée du doigt par Monsieur Hazard fait l'objet de vives critiques de la part du FMI. Dans le même temps, le recours systématique de l'emprunt auprès de la Banque du Liban, donc la Banque centrale libanaise, alors que la livre est au plus bas et l'inflation au plus haut, risquerait de creuser le déficit budgétaire. Est-ce qu'au fond, le Liban a d'autres choix pour se financer ? Parfait, c'est une très bonne question. En fait, je voudrais premièrement confirmer ce que M. Hazard il a dit. En fait, c'est quoi la définition économique de la dollarisation? C'est que quand un pays est dollarisé, la politique monétaire est inefficace. C'est-à-dire toute personne, même avant la crise, toute personne qui comptait sur la politique monétaire ou bien réduire les taux d'intérêt pour faire attirer les fonds ou quoi que ce soit, pour encourager les investissements, c'est une déclaration fausse parce que ceci se dit seulement pour les pays qui ne sont pas dollarisés. Donc, je voudrais confirmer ceci et de plus, d'après votre question, oui. Ce que je voudrais dire que dans un pays dollarisé, quel que soit le pays, quelle que soit sa place dans la planète, un pays dollarisé n'a plus d'autre choix que d'imprimer des billets et d'accroître la masse monétaire. C'est pour cela, en fait... Ce qu'on appelle le quantitative easing. Tout à fait. Donc, c'est toujours cette solution parce que soit la Banque centrale doit vraiment aller vers un ajustement structurel, mais très, 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 très sévère avec une politique monétaire qu'on appelle, ou bien avec l'abandon de la politique monétaire, ce qu'on appelle la dollarisation complète ou bien la quasi-émission. Sinon, quoi qu'on fasse, quelles que soient les propositions, quelles que soient les solutions, elles sont très bien au papier, à l'écrit, à l'oral, mais à l'application, ça se fera pas. Donc, c'est pour cela que j'attends toujours à ce que la Banque centrale élève les salaires des employés, des fonctionnaires. J'attends toujours la Banque centrale à imprimer de plus en plus, même si la Banque centrale de temps à autre essaye d'intervenir sur le marché de change afin de ralentir la hausse du taux de dollar, mais c'est très temporaire. Ce qui fait, c'est que nous attendons, moi je m'attends concrètement vraiment à un taux de change au-delà de millions. C'est pareil pour tous les pays dollarisés. Alors rappelons que le taux de change actuel est d'environ $1 contre 100 000 livres libanaises. Monsieur Pouchelet, les conditions politiques du pays pèsent également sur la situation économique. Rappelons que le Liban est son président depuis plusieurs mois maintenant, accentuant la crise sociale au moment où les grèves se poursuivent. Il y en avait aujourd'hui dans le secteur de la communication, par exemple. Comment espérer trouver une solution à cette crise dans un tel climat social ? La solution de sortie de crise, si vous voulez, concernant le Liban, elle est délicate. Elle a déjà été exprimée par les pays de la Ligue arabe en mars 2019, où, si vous voulez, au congrès de la Ligue arabe à Tunis, on a demandé aux autorités libanaises beaucoup plus de transparence. En même temps, vous avez aussi l'intervention, et je vais même dire l'immixtion des pays occidentaux, tels que la France, les États-Unis et autres partenaires, qui font pression sur l'Arabie saoudite, qui était un des premiers partenaires et une aide précieuse pour le Liban, si vous voulez, pour le sortir de ce marasme économique. Aujourd'hui, je pense que je pourrais adapter la phrase d'Henry Kissinger en 1970 qui parlait de l'Europe en disant « L'Europe, c'est quel numéro ?» Aujourd'hui, on peut dire la même chose concernant le Liban. Le Liban, c'est quel numéro ? Le président n'est plus en exercice depuis octobre, depuis le départ de M. Aoun, et aujourd'hui, on peine à trouver un successeur. En plus, rappelons que c'est le Premier ministre Najib Mikati qui assure l'intérim en attendant l'élection par le Parlement d'un président. Tout à fait. Alors, c'est le Premier ministre qui assure l'intérim. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre s'est rendu à Paris et a rencontré Monsieur Emmanuel Macron, président français. Et je ferai remarquer que la France a exigé, excusez-moi du mot peut-être un peu fort, du verbe un peu fort, a exigé beaucoup plus de transparence du Liban et suspend ses aides tant qu'il n'y a pas de clarification dans l'instauration, si vous voulez, de l'élection d'un président. Oui. Le premier à s'en être inquiété
on va dire, l'an dernier, c'était Monsieur Le Drian, qui était notre ministre des Affaires étrangères, et la visite aussi récente au Liban de Madame Colonna, qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui s'en inquiète encore. Si vous voulez, le blocage vient aussi des Occidentaux, mais aussi des autorités locales qui peinent à se décider. Malheureusement, on sait aussi la mainmise d'une autre puissance qui devient prépondérante au Liban, qui est l'Iran, et qui là ne laisse rien passer, puisqu'en même temps, elle prend en otage le Liban pour résoudre d'autres dossiers. Voilà, tout simplement, c'est ce que je souhaitais partager ce soir comme information. Très bien, Monsieur Pouchelet. Alors, Monsieur Hazard, revenons, si vous le voulez bien, à ce fameux rapport du FMI. Selon le document, les réserves de change ont atteint en décembre 2022 quelques 10 milliards de dollars. Comment faire pour assurer les importations d'énergie et d'autres produits nécessaires à la vie courante du Liban dans ces conditions également? Parfait. Cette question vient exactement à ce que je viens de dire depuis quelques minutes. La dollarisation que Dr Layal vient d'en parler, elle est bonne, elle est excellente, il n'y a pas de problème. Mais la dollarisation, monsieur, devrait être partielle. C'est une condition pour monter, c'est une chance pour se débarrasser de notre système économique actuel, pour un système économique de production, mais assurant un développement. Le Liban est un pays, voilà, dont plus que 85%, cette économie importe plus que 85% du panier des biens et services. Oui, de services, oui. Exactement. En fait, face à ce problème-là, comme le Liban est un pays déficitaire, il y a notamment un pays qui est excédentaire en face de lui. On sanctionne le Liban, c'est pas mauvais d'importer, c'est pas mauvais. Mais j'encourage l'État libanais à financer le learning. Pourquoi pas importer des biens déjà industrialisés, des biens lourds, au lieu d'importer des biens qu'on pourrait nous produire localement. Et on apprend de ce bien comment on le reconstruit et comme ça on maintient le développement. Le programme de développement, ce n'est pas un programme de 2 ans, 3 ans ou bien 5 ans. Oui. C'est un processus. C'est un processus. Il n'y a pas de problème d'importer. C'est important d'importer les matières premières. On a besoin pour le produire parce qu'on a besoin du dollar. On ne peut pas dire, OK, on n'a pas besoin du dollar. C'est important. C'est un cercle vicieux. Il faut le briser. À un certain moment, on doit le briser juste par la production. Bon, c'était tout ça. J'espère qu'un jour, voilà, oui, vraiment, on atteint le développement. J'espère que la politique budgétaire revient au devant de la scène. Parce que, voilà, au niveau mondial, on n'accorde que l'importance à la politique monétaire. Oui. Et l'Argentine, il est le cas le plus important face au FMI. Bon, 4 fois, si on lit les rapports du FMI, je m'excuse, l'enfant préféré du FMI était l'Argentine. Et on a vu des millions et des millions de décès du programme, résultant du programme. L'ajustement structurel, oui. Oui, il était assez dur. Et maintenant, le Liban, il fait face. Mais il faut toujours avoir confiance en l'État. Et espérons. Très bien, Monsieur Hazard. Une dernière. Oui, rapidement, s'il vous plaît. La politique budgétaire, c'est la solution. Très bien, Madame Mansour. Il faut que l'État dépense. Il faut une définition véritable de l'État. Très bien, Monsieur Hazard. Très bien, Monsieur Hazard. Une dernière question, très rapidement, Madame Mansour. Que faudra-t-il faire, selon vous, pour conduire l'économie du pays à la stabilité, à la croissance et surtout pour stabiliser la monnaie, la livre libanaise, qui a perdu presque toute sa valeur? Quelle que soit notre opinion envers le FMI, envers le Fonds monétaire international, mais c'est une réalité qu'on ne peut jamais travailler sans l'aide, sans l'assistance du FMI. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais répondre de façon très très simple. Il faut arrêter l'appréciation du dollar envers de la livre libanaise avant de penser à construire le pays. Donc, il paraît que c'est un peu simple de dire il faut arrêter. Oui, il faut arrêter parce que quelles que soient les solutions économiques, structurelles, même budgétaires ou autres, ou fiscale, rien ne va arrêter l'appréciation du dollar envers de la livre libanaise, sauf si on abandonne la livre libanaise. Oui. En fait, je voudrais résumer en 3 points qui sont très très importants. Tout
tout pays, quel que soit le pays, qui a les 4 conditions suivantes simultanées dans un même pays, que le pays soit très dollarisé, plus que 50 ou 60%, que le pays soit un secteur de services sur le PIB au-delà de 60%, Oui. comme le Liban, que le pays soit en problème géopolitique et politique ou problème d'identité, comme le Liban, et que le pays soit très corrompu. Donc, si un pays il a toutes ces particularités ensemble simultanément, il ne peut en aucun cas, garder sa monnaie, sa devise nationale. Oui. Donc, il faut, pour arrêter la prestation du dollar en face de la monnaie nationale, il faut se débarrasser de la monnaie nationale Très bien. avant même de penser d'attirer les Très bien, fonds de Madame capitaux Mansour. et l'investissement et tout autre. Merci infiniment, Madame Layel Mansour. Je rappelle que vous êtes docteur en macroéconomie. Merci à vous, Monsieur Hazard. Je rappelle que vous êtes expert en macroéconomie. Merci à vous, Monsieur Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes spécialiste en questions internationales. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Eco Hebdo. Le Liban, pays frère et ami, on lui fait tout le bien du monde. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Restez fidèles à L24 News.